Il était donc prévisible que ce que l'on appelle les aveux de Jérôme Cahuzac fassent la une de la quasi-totalité des quotidiens nationaux aujourd'hui. Le Je demande pardon est écrit en gros dans le Figaro. Indigne titre Libération, et rappelle qu'après des bois de mensonges, Jérôme Cahuzac a donc avoué hier détenir un compte à l'étranger et a été mis en examen, de quoi provoquer une crise politique selon le quotidien de gauche. Cahuzac, affirme Les Échos, qui estime qu'il est sommé désormais de s'expliquer sur ce qu'il savait et ce que notamment l'exécutif savait, l'exécutif ébranlé par l'aveu de Cahuzac dans Les Échos. Et pour l'humanité, Cahuzac chute de son paradis fiscal puisqu'il possédait un compte à l'étranger. Enfin, aujourd'hui, le Parisien titre Le mensonge qui éclabousse François Hollande. Nos invités ce matin, Stéphane Rosès, que l'on connaît bien sûr à France Culture, Sciences Po, président de CAP, mais le lundi notamment pour Le Monde Selon, et nous sommes en compagnie également de Laurent Bouvet, professeur d'histoire politique à Saint-Quentin à Yvelines, Université Saint-Quentin à Yvelines, Noël Lenoir qui est resté avec nous, Jean-François Kahn dans un instant en ligne. La première question à vous, messieurs, mesdames, Lenoir, Rosès et Bouvet, assiste-t-on là à une affaire de plus dont il ne faudrait que traiter que sobrement, ou est-ce qu'on est au contraire sur une déflagration et peut-être, ce que certains disent, une sorte de séisme dans la vie politique française, et notamment un exécutif ébranlé? Qui commence? Stéphane Rosès. On a sans doute franchi là un cap. Je crois que rarement dans l'histoire politique française, nous avons un homme politique avec une telle responsabilité symbolique, chargé au budget de veiller, je dirais, à la bonne santé des finances publiques dans une période... Et chargé de lutter contre la fraude fiscale. J'allais y venir, je gardais le meilleur pour la fin, mais vous avez raison de commencer par le plus incroyable, dont on voit sur les vidéos, on le voit parler à un pupitre de Bercy, lutter avec, en marqué en dessous, lutter contre la fraude fiscale, qui avec autant d'aplomb passe de la dénégation, qui effectivement a menti au président de la République, au Premier ministre, devant la représentation nationale, passer aussi rapidement d'un aplomb tout à fait incroyable à la demande du pardon, avec un communiqué tout aussi incroyable, puisqu'il dit décharger, libérer de ma charge. Grosso modo, je me dois maintenant à la vérité. Alors là, nous sommes évidemment dans l'inversion totale. Alors tout ça, dans un moment, on l'évoquait lors d'une chronique précédente ensemble, à un moment où la magistrature fait de façon indépendante son travail, sur l'affaire Cahuzac comme sur les autres, comme l'affaire Bettencourt-Sarkozy, à un moment où les médias font leur travail, et à un moment où les Français sont évidemment, depuis le milieu des années 90, très critiques à l'égard des élites qu'ils suspectent de fonctionner dans la connivence. Donc cette affaire a évidemment un impact désastreux sur l'opinion publique, et évidemment elle met de facto, même si pour l'heure l'exécutif n'a rien à se reprocher, il a été d'ailleurs très rapide dans les différentes séquences, il a accompagné la justice et laisser travailler, mais néanmoins, évidemment, par la force des choses, la question de la mise en avant de la République exemplaire, du coup, est un tout petit peu ébranlée. Alors oui, exemplaire pour les uns, irréprochable pour les prédécesseurs. Tout de même, c'est une énorme histoire de soupçons généralisés qui risque de se produire là, Laurent Bouvet, parce que désormais, vous voyez comment les questions se posent. Est-ce que oui ou non, l'exécutif savait? Est-ce que vraiment François Hollande et Jean-Marc Ayrault savaient ou ne savaient pas? Enfin, tout de même, 20 ans, cela fait 20 ans que Jérôme Cahuzac avait des comptes à l'étranger. Oui, c'est une affaire qui est grave en soi par elle-même, disons, pour les raisons que vient de rappeler Stéphane Rosès, qui intervient au Qu'est-ce qui est plus grave d'ailleurs, les comptes à l'étranger, en fait, ou le mensonge? Mais les deux, mon capitaine. Enfin, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est ajouter le mensonge à la fraude, au délit même. C'est bon, voilà, on est dans le pire des scénarios possibles, avec l'aplomb en plus dont parlait Stéphane Rosès à l'instant, et qui intervient au pire moment. C'est-à-dire qu'on est dans une crise généralisée,
qui est économique bien sûr, mais qui est une crise de confiance. On a aujourd'hui une situation où la coupure avec les élites, entre le peuple et les élites, il faut employer ces mots-là, employer les mots du populisme. Les mots qui fâchent. C'est tout simplement parce que le populisme n'est pas seulement le mal contraire du bien dans la démocratie, ça on le sait, on connaît l'histoire, mais c'est aussi un signal, c'est aussi le mal comme symptôme très fort. Et là, aujourd'hui, on est au cœur de la plaie, quoi. Voilà. Donc, Jérôme Cahuzac porte sa responsabilité individuelle, sa responsabilité judiciaire, politique, tout ce qu'on veut. Il porte aussi là une énorme responsabilité par rapport aux mois, aux semaines qui viennent de passer, à la dénégation devant l'Assemblée nationale. C'est pas rien. Et en même temps, n'y a-t-il pas le risque yeux dans tout les de même yeux devant le Premier ministre et le Président et devant l'Assemblée nationale. N'y a-t-il pas le risque alors tout de même en commentant cette affaire et dont je disais que nous essayons et nous voulions l'aborder avec calme, n'y a-t-il pas tout de même un peu des réactions de vierges effarouchées? Enfin, le mensonge et le manque de vertu en politique n'est tout de même pas une nouveauté. Oui, non, mais Pardon. Alors Noël Lenoir. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est une déflagration, mais il y a quand même un jeu opposition-majorité. Je ne veux pas du tout blanchir, sans jeu de mots, le comportement de Jérôme Cahuzac, qui est d'autant plus inacceptable qu'il était quand même chargé de lutter contre la fraude fiscale. Donc, ça va au-delà du mythe de l'arroseur arrosé. Moi, il y a deux faits qui me paraissent très importants. C'est que, nous sommes dans un contexte de crise, et donc de populisme, ça c'est vrai, mais aussi la fraude fiscale en France devient dans l'opinion publique un crime majeur, alors qu'auparavant on se souvient encore récemment des valises de billets qui circulaient pour soi-disant fluidifier les relations sociales, et ça a fait un plouf, et je pense que ça c'était quand même aussi de la fraude fiscale. Et à cet égard on a eu la phase où l'opinion publique réagissait face aux modalités de financement de l'époque des partis politiques, et aujourd'hui la fraude fiscale en France et dans le monde entier devient absolument inacceptable parce qu'elle est destructrice de la démocratie. Le deuxième élément qui me paraît quand même important, c'est cette notion de mensonge, parce qu'on nous a fait le coup pendant des années du mensonge d'État. Bon, ici, évidemment, c'est un mensonge qui était destiné au profit personnel, non pas de l'État. Bon, mais le mensonge de quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité très élevé dans l'État devient inacceptable. Et à cet égard, je trouve que c'est très sain, mais je dirais pour conclure que, enfin, en France, il faut qu'on prenne au sérieux les faits de ce genre, ce qui n'a pas été le cas jusqu'alors. Oui, enfin, cela dit, je voudrais... Jean-François Kahn, vous êtes avec nous ? Oui. Vous avez publié il n'y a pas si longtemps, l'an dernier, un menteur, livre qui parlait du mensonge en politique. On se souvient tout de même du mois de décembre 2012 dans Libération où Michel Rocard disait, non sans ironie tout de même d'ailleurs, la politique exige beaucoup de mensonges. Est-ce qu'on est en train de découvrir là, au fond, ce qui n'est jamais qu'un des travers humains relativement partagés, mais dont la gravité évidemment ressort du fait que les responsabilités de l'homme qui avoue avoir menti sont évidemment extrêmement importantes. D'abord, c'est très rare qu'ils finissent par avouer avoir menti. Prenez par exemple Jean-Noël Guérini, il a toujours avoué rien. Quand vous entendez Monsieur Guérini, il est blanc comme neige, il a rien fait. Dominique Strauss-Kahn n'a jamais rien avoué. Il y a un moment où on a été mis devant les faits accomplis. C'est le cas de le dire, mais il n'a jamais avoué. Wörth est totalement innocent, alors que quand on voit le dossier, on voit bien qu'il y a évidemment eu de la Bettencourt remis pour l'UMP. Il est jamais reconnu, etc. Donc c'est très rare finalement que être devant la situation où quelqu'un acculé doit dire froidement j'ai menti, absolument. Mais il n'y a pas que par exemple, il y a une chose qui m'a toujours frappé. Ce qui était terrible dans le cas de Cahuzac, c'est comment il a menti devant le Parlement. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui revient comme ça en pleine figure. C'est cette espèce comme ça. On va repasser longtemps ces images devant la représentation parlementaire, dire je vous jure, jamais je n'ai eu de compte. Mais au fond, quand vous avez un homme politique, en l'occurrence les hommes politiques socialistes, mais c'est la même chose de l'autre côté, qui vous explique le fameux pacte de stabilité, le pacte de stabilité, vous savez qu'avait signé Sarkozy avec Merkel, le pacte de stabilité, oui, on a fini par l'approuver alors qu'on était contre, mais c'est parce qu'il a été complètement changé. Mais c'est pas vrai. Ils savent que c'est pas vrai, tout le monde sait que c'est pas vrai. Mais on dit ça, ou bien encore
quand sur le pacte, un autre pacte d'ailleurs, le pacte de compétitivité, qui n'est ni plus ni moins que la TVA sociale qu'ils avaient condamnée avant. Bon, quand ils disent mais ça n'a rien à voir. Est-ce que avec tous les mensonges se valent, Laurent Bouvet? Je vois que vos propos, Jean-François Kahn, font réagir les invités en studio. Laurent Bouvet. Je crois qu'il faut bien séparer les ordres. Il y a des mensonges et il y a mensonges et mensonges. En italien, il y a, pour dire le menteur, il y a deux mots. Il y a bugiardo et mentitore. Il y a le petit menteur, le mensonge qu'on fait pour épargner, etc. Et puis mentitore, c'est le mensonge qui trahit, c'est le mensonge. Là, on est devant un cas de mensonge qui trahit, qui met à bas beaucoup plus que celui qui le fait, beaucoup plus que celui qui le porte. Bon, le cas Cahuzac, voilà, ça y est, ça devient un cas judiciaire. Mais la déflagration politique est telle, c'est pas les mensonges entre guillemets dont vient de parler Jean-François Kahn en politique, c'est-à-dire les retournements, les explications. En fait, les fausses promesses, c'est ce que disait Rocard. La fausse promesse, fait que pendant une campagne, on doit nécessairement promettre plus que ce qu'on pourra tenir, qui est une figure imposée. Il faut quand même regarder ça de près. C'est comme sur le cas Cahuzac, ne pas non plus essayer de ne pas généraliser aux élites en général, ce qu'on disait tout à l'heure. Nous essayons de faire. Voilà, c'est essentiel, je crois, aujourd'hui. Il y a surtout un crime de lèse-majesté, c'est une question de et ça a été dit. Il va y avoir une violence contre Jérôme Cahuzac. D'où vient-elle? Mais seulement contre Jérôme Cahuzac ou contre la classe politique? Dans un premier temps, contre Jérôme Cahuzac. D'où vient cette violence? Mais Noël Lenoir l'a indiqué à sa façon. Notre pays, nous ne sommes pas un pays protestant, mais catholique. Chez nous, la morale n'est pas au-dessus de la politique. Mais là, l'attentat qu'a fait Jérôme Cahuzac, c'est pas une affaire d'État où on ment au profit de l'État. C'est qu'il a utilisé un poste de l'État pour se protéger lui. Voilà pourquoi il y aura violence de la société à son égard. Jean-François Kahn? Non, mais je répondais à votre question parce que vous m'interrogiez sur le mensonge dans la politique par rapport à la phrase de Rocard. Donc c'est pour ça que je vous citais ces exemples, qui sont des exemples frappants, si vous voulez. C'est-à-dire, on affirme froidement quelque chose qui est absolument faux. Mais évidemment, je ne compare pas l'affaire Cahuzac. Dans l'affaire Cahuzac, la question qui va se poser, c'est ça la conflagration possible. C'est dire est-ce qu'il savait ou est-ce qu'il ne savait pas. Je ne parle pas de lui, je parle des autres, du pouvoir. L'entourage. Or, en effet, il y a quand même une question qui interroge, qui est qu'à partir du moment où des juges ont été chargés de cette affaire, en 3 semaines, ils ont su. En 3 semaines, ils l'ont acculé à cet aveu. Si des juges, en 3 semaines, l'ont acculé à cet aveu et ont su la vérité, comment est-ce que le pouvoir et comment est-ce que le président de la République, qui dispose de tous les services, normalement, les services de la police, les services financiers, les services diplomatiques, comment donc, s'il voulait absolument savoir, comment le président de la République n'a-t-il pas su? Donc, il ne s'agit pas d'ailleurs là de penser qu'il a menti, mais on en arrive à se dire, ils ne voulaient pas savoir. Ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour savoir, puisque les juges très vite ont su. La question vous revient directement, Noël, Madame la déontologue de l'Assemblée nationale. Et très vite, s'il vous plaît. Pour savoir si François Hollande le savait. Moi, j'en sais rien du tout, et je pense que ça fait partie des débats politiques. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je pense que si on veut dépasser un peu le cas Cahuzac, parce que des gens qui ont des comptes en Suisse, je crois savoir qu'il y a une liste bien sûr. Qui s'appelle la liste Lagarde, puisqu'elle a été communiquée au gouvernement français par un agent de HSBC. Et donc, mais si on veut dépasser, moi je trouve que l'innovation de cette affaire, c'est l'aveu à l'anglo-saxonne. Mais l'aveu, ça précède la peine. Exemplarité exigée, peine exemplaire. En France, on ne va jamais jusqu'à la peine exemplaire. Et même les électeurs, jusqu'à présent, se fichaient éperdument de la morale des politiques. Combien d'élus qui avaient été condamnés ou dont il était avéré qu'ils étaient corrompus, ont été réélus par les électeurs. Et donc je crois qu'il faut aussi, comme disait Stéphane Rosès, qu'on change de culture, parce que notre culture, qui est de tout gommer, n'est plus d'actualité aujourd'hui, notamment dans le contexte de la crise. Nous reviendrons sur ces questions-là tout à l'heure, il est 7h51, mais nous reviendrons sur ces questions-là tout à l'heure à 8h et presque 17 minutes, c'est l'heure de la chronique quotidienne de Brice Couturier. Oui, je précise aussi que nous sommes bien sûr en compagnie de Caroline Eliachev. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Vous allez tenter de nous faire la morale ce matin. Oh, pas moi, je vais
me servir d'un philosophe moral qui est Marcel Gauchet, dont on trouvera dans le numéro du magazine Causeur à paraître demain une longue interview précisément sur la morale. On dirait que cette interview, elle a été réalisée non pas il y a plusieurs semaines, comme c'est probable, mais plutôt hier soir. Le philosophe s'y exprime en effet comme s'il commentait l'actualité du jour. Écoutez donc. Mon idée est que les conditions du respect des règles de la vie commune ont été profondément altérées par une situation où les uns, au sommet, ont les moyens de contourner les règles, tandis que les autres continuent d'être obligés de s'y soumettre, ou n'ont pas les mêmes moyens de s'y soustraire. Fin de citation. Cette intuition, elle a reçu hier une vérification presque caricaturale. En effet, l'homme qui incarnait depuis Bercy les hausses d'impôts, les taxes nouvelles, les malus, les pénalités que dans son imagination débordante, une administration impitoyable ne cesse de concevoir pour tenter de combler ses propres déficits, ce même homme avait trouvé le moyen, quant à lui, de soustraire au fisc une partie importante de ses revenus en les dissimulant à l'étranger. S'il est dangereusement problématique de laisser entendre que la loi ne s'applique qu'à ceux qui n'ont pas les moyens de lui échapper, il est plus dévastateur encore pour l'ordre social de constater que ceux qui la conçoivent s'évertuent à ne pas se la voir appliquer. Il n'y a pas de moyen plus redoutable de la délégitimer. L'idéal de la République, c'est que la loi est la même pour tous. Si ceux-là même qui ont pour mission de la faire respecter s'y soustraient dès qu'ils en ont l'occasion, on peut y voir la preuve qu'elle n'était pas légitime. Comme le dit encore Marcel Gauchet, que je cite, « Un dilemme travaille confusément l'esprit de tout un chacun. Faites-vous partie des couillons qui continuent bêtement de respecter les règles, ou êtes-vous du côté des malins qui ont compris le nouveau système et qui savent que les règles ne sont là que pour être tournées ?» Fin de citation. Ce nouveau système, Marcel Gauchet y voit la conséquence de deux phénomènes historiques récents. D'abord la globalisation qui a été pensée pour réformer, il le dit, les sociétés trop rigides et trop compliquées, qu'étaient les vieux États-nations, en les mettant en concurrence entre eux, en créant des mécanismes de contournement des lois nationales, en les ouvrant de force sur l'extérieur. On a cherché à les mettre à la page, à les décoincer. Ce courant de libéralisation a rencontré le courant libertaire, issu de la contre-culture des années 60, qui prônait de son côté la transgression des règles communes. Il est interdit d'interdire. Du coup, les vieilles normes conçues dans le cadre territorial des États paraissent ne devoir s'appliquer qu'à ceux qui n'ont pas les moyens de leur échapper. Et les violer apparaît comme un signe de supériorité intellectuelle. Pensez en effet à la vogue de l'adjectif malin. De plus en plus, c'est notre capacité de mobilité qui détermine notre envergure sociale. Tout en bas, les centaines de millions de personnes qui ne peuvent s'éloigner du point d'eau grâce auquel elles survivent. Tout en haut, la minorité des très riches et des très informés qui bénéficient des ressources innombrables qu'offre l'hyperespace d'une planète mondialisée pour échapper au sort commun entre les deux. Les citoyens assignés à résidence dans les États-nations qui paient pour les folies des banques en rongeant leurs freins. Ils voient certains, parmi les puissants, faire fi de la common decency prônée par Orwell, qui servit longtemps de morale minimale dans nos démocraties bourgeoises. Il ne faudrait pas que l'impression qui prévaut en Europe que les dirigeants élus sont incapables de nous guider hors de la crise se double du pressentiment d'un naufrage inévitable. Or, c'est ce qu'on est tenté de déduire du comportement de sauve-qui-peut individuel de certains. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Alors nous sommes donc en compagnie, je le disais, de Laurent Bouvet, Stéphane Rosès et Louis Plenel qui vient d'arriver, avec aussi Frédéric Métézo de la rédaction de France Culture. Une réaction à la chronique de Brice Couturier et Louis Plenel. Vous êtes après tout l'homme par qui le scandale est arrivé, entre guillemets, c'est-à-dire au fond les révélations bien sûr que l'on sait de Mediapart, qui ont suscité d'ailleurs d'énormes débats dans la presse, mais est-ce vraiment la question de débattre de la question de la presse alors que l'on parle aujourd'hui de naufrage de la République? Je vous cite également en disant au fond que ce qui fait le malheur de la démocratie ne rend pas heureux les journalistes. Et Louis Plenel, alors est-on en plein naufrage? Il faut se saisir de ces informations qui sont au vu et au su de tout le monde depuis décembre et dont on voit aujourd'hui non seulement qu'elles étaient crédibles, mais qu'elles sont reconnues par le principal intéressé. Bref, il faut se saisir de ce qu'a mis sous les yeux de notre démocratie Mediapart pour un sursaut démocratique. Ce n'est pas la question d'un homme qui est posée. Le mensonge de M. Cahuzac a été accompagné
accompagné par une complicité de mensonges d'une bonne partie du monde politique, y compris à droite. Je rappelle toujours que le premier avocat de M. Cahuzac était M. Woerth, lui-même plusieurs fois mis en examen dans une autre affaire révélée par Mediapart, l'affaire Bettencourt. Et que Jérôme Cahuzac avait été aussi président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, adoubé par Nicolas Sarkozy, souhaitant qu'il y ait un membre de l'opposition au moment où ils étaient majoritaires. Cette image désastreuse d'un monde oligarchique où les frontières politiques n'existent pas et où, au fond, on échappe à la loi commune. Je rappelle que la loi fiscale est la première loi commune, c'est celle qui permet qu'il y ait des écoles, des hôpitaux, des routes. Et je rappelle que c'est même ce que se saisit l'Assemblée nationale quand elle s'installe, quand les États généraux se transforment en Assemblée nationale. Donc un sursaut démocratique, ça veut dire quoi ? Mediapart s'est battu pour légitimer, sous la présidence de Sarkozy et hélas aussi sous celle-là, le fait qu'il y a une fonction démocratique de la presse. Nous sommes dans un moment où il y a ce débat sur un mensonge. Dans le dernier livre de Mediapart, Le droit de savoir, je rappelle les textes fondateurs de la philosophe Hannah Arendt, Vérité et politique et du mensonge en politique. Vérité et politique, elle rappelle le rôle des journalistes, des vérités de fait qu'apportent les journalistes et qui souvent dérangent les vérités d'opinion, y compris les nôtres. Nous avons joué ce rôle. Nous avons mis ces vérités de fait successivement sur l'état de notre démocratie sous les yeux de tout le monde. Maintenant, il faut s'en saisir. Pourquoi ? Parce que si nous jouons ce rôle d'apporteur de mauvaises nouvelles et si nous sommes un peu seuls, c'est que la démocratie fonctionne mal. C'est qu'on a laissé, par exemple, l'administration fiscale se faire instrumentaliser pour la défense de M. Cahuzac. C'est qu'on ne lutte pas contre la fraude fiscale comme il faudrait, c'est que le Parlement lui-même n'a pas la vitalité qu'il devrait avoir, que les commissions d'enquête parlementaires, en clair, soit ce séisme politique va nourrir des catastrophes politiques véritables et des régressions démocratiques profondes. Nourrir le populisme ? J'aime pas ce mot de populisme qui est une façon, le peuple, il a les colères qu'il a, et je n'aime pas ce mot pour déprécier. C'est d'abord en haut que ça se passe. La faute n'est pas celle du peuple, elle est d'en haut. En revanche, il y a une solution, oui, c'est que tous les acteurs, les journalistes, les citoyens, les responsables, les élus s'en saisissent pour refonder notre démocratie, car d'où notre démocratie va mal. Vous avez bien vu le film depuis 4 mois. Vous avez vu la question qui est posée depuis hier. Le président, comme si tout est en haut. Tout part d'en haut, part de la décision d'un seul, de la communication d'un seul. Moi, je suis désespéré. Je suis désespéré depuis 35 ans de mettre sous les yeux de ce pays le fait que loin... Étiez-vous désespéré qu'il y ait aussi un débat sur la question du journalisme par rapport à Mediapart où, après tout, ça a été soupçon contre soupçon. Soupçon que Cahuzac mente ou dise la vérité, soupçon que Mediapart n'ait pas le biscuit disponible pour donner les preuves de ce qu'il a affirmé. Tout ça est sous les yeux de tout le monde et ça ne m'intéresse pas de revenir là-dessus. Je trouve que les polémiques qui accompagnent le journalisme d'enquête, ce n'est pas la première que je traverse, font partie justement du symptôme de cette culture démocratique de basse intensité, cet état de la Ve République qui était censé être au-dessus des clans des intérêts privés. C'est l'inverse qui s'est passé. Il est aujourd'hui totalement contaminé par les intérêts privés. Tous ces membres de cabinet issus de la haute fonction publique qui en même temps sont passés par les banques privées, par les Rothschild, par les Lazare, qui vont d'un intérêt privé à un intérêt public. Nous sommes là au cœur. C'est le moment d'un sursaut démocratique pour sortir de cette décadence, dégénérescence de cette Ve République. Frédéric Mettezo ? Oui, Louis Plenel, vous parlez d'un naufrage politique. Je peux témoigner en tout cas comme reporter politique qu'il y a un vrai choc, une vraie sidération chez les élus depuis 24 heures. De la même façon qu'il y avait une sidération après l'affaire Strauss-Kahn, c'est aussi, à mon sens, le naufrage d'une forme de communication politique et le parallèle est troublant. Qui fait la com de DSK pendant des mois et des mois ? Stéphane Fuchs. Qui fait la com de Jérôme Cahuzac pendant des mois et des mois ? Stéphane Fuchs. Ça ne marche pas, c'est foiré. Donc, qui en appelle à la rescousse ? Maître Jean Veil. Et que va faire Cahuzac et que va faire Strauss-Kahn ? Ils vont essayer l'un et l'autre de limiter la case juridique, puisque politiquement et moralement, ils sont grillés. Il reste plus que l'aide de l'avocat. Et c'est vrai qu'on assiste aussi à un naufrage de cette communication politique avec ce que vous disiez, les intérêts des conseillers d'Euro-RSCG qui conseillent droite, gauche, entreprise privée, administration publique. L'échec est patent.
Cela dit, c'est pas eux qui nécessairement tout de même blanchissent l'argent de M. Cahuzac. Non, mais c'est eux qui disent voilà ce qu'il faut répondre. Était-ce seulement l'argent de M. Cahuzac? Vous allez un peu vite en pensant que cet homme aurait menti que pour lui. Vous savez, pour mentir, il faut une force de conviction, et tout le monde dit qu'il a menti avec force de conviction, mais on a beaucoup plus de force de conviction. Il avait, dit-on, les accents de la vérité à l'Assemblée nationale. On a beaucoup plus de force de conviction si l'on ment pas seulement pour soi. L'enjeu de l'enquête judiciaire, ce compte ouvert depuis 20 ans, avec ses avoirs passés dans un paradis fiscal très fermé, Singapour, comme nous l'avons écrit depuis le premier jour. Combien d'argent est passé? À quoi servait cet argent? D'où venait-il? Était-ce l'enrichissement privé de M. Cahuzac? Moi, je ne l'affirmerai pas. Alors, Stéphane Rosès et Laurent Bouvet, Stéphane qui avait demandé la parole. Oui, c'est tout à fait intéressant ce débat, parce qu'on est effectivement à chaud et on connaît le travail d'Edoui Plenel depuis des années. Edoui Plenel, il y a deux choses finalement dans votre propos qui sont contenues. Il y a d'une part le travail de la presse indépendante et le travail qu'a fait Mediapart pour faire sortir une vérité. Et là, évidemment, un couple qui se constitue entre les médias et le juge par rapport à, je dirais, les pressions traditionnelles du politique en la matière. Et puis, il y a une seconde chose qui est contenue dans ce que vous dites sur la question, ce que vous appelez la démocratie de basse intensité. On en parlait tout à l'heure, avant votre arrivée, il y a une culture politique française qui fait que la France n'est pas les États-Unis. La morale chez nous n'est pas au-dessus de la politique, en ce que le crime de lèse-majesté que fait Jérôme Cahuzac, on en a parlé, c'est sans doute ce qui fait que ce ne sera pas une réaction de basse intensité du pays, c'est le mensonge devant la représentation nationale, l'État. Oui. Et le fameux les yeux dans les yeux avec le président de la République. On a le sentiment que votre carburant pour bien faire votre travail de journaliste d'investigation, c'est un modèle un tout petit peu à l'américaine pour faire vite, dans un pays que vous appelez un pays à basse intensité, où effectivement vous pointez ce qu'est la tradition nationale de l'État et de l'intérêt de l'État au-dessus de la morale. Je fais une toute petite parenthèse pour citer le nom de quelqu'un qui est tout de même très important avec celui d'Edoui Plenel, c'est celui de Fabrice Arfi, le journaliste, reporter, enquêteur sur cette affaire-là. Edoui Plenel. Bien sûr, moi je ne suis que le porte-drapeau d'une aventure collective, et Fabrice Arfi est l'un des plus brillants enquêteurs de Mediapart. Je ne suis pas d'accord avec un point, Stéphane Rosès. Vous confondez la Ve République et la tradition politique française. Pour qui connaît les grands débats parlementaires sur les affaires de cette période glorieuse de notre République que fut la première Troisième République, celle de la fin des années 1870 jusqu'à la catastrophe de 1814. Le discours de Jean Jaurès au moment de l'affaire de Panama, les batailles de l'affaire Dreyfus où l'enjeu était la vérité. On ne faisait pas la morale, mais on considérait que le mot de vérité était un mot important. Où la presse jouait son rôle, y compris avec ses excès, mais du coup, ce conflit qui est la vérité d'une vivacité démocratique, pouvoir, contre-pouvoir, juge, etc., fonctionnait. Une démocratie qui, à l'époque, en même temps, créait l'écosystème pour la presse, pour les associations, pour la vie publique, autrement libérale politiquement, et il n'y a pas besoin d'aller chercher aux États-Unis. Je pense que vous êtes prisonnier, beaucoup de commentateurs sont prisonniers, de ce qu'ils croient comme l'éternité d'une vie politique française, alors que vous êtes prisonnier, en fait, de la Ve République, qui, en clair, devient une catastrophe, car elle épuise, elle dévitalise. Rappelez-vous juste la campagne de François Hollande. Pour changer, il nous faut la dynamique du pays, il nous faut du soutien du pays. Et à peine François Hollande est-il élu, on a une majorité caporalisée, des alliés que l'on oublie, un droit d'amendement piétiné de la part des parlementaires. C'est-à-dire que à peine élu, la gauche s'est défait de ce qui pourrait faire sa vitalité. D'où ça vient cela? De la Ve République. Et du coup, on a un président, il y a quelques jours, et tout cela est oublié, qui parle à la première personne, qui en oublie la dynamique collective. Eh bien, je pense que vous-même, commentateur, vous devriez penser au fait qu'aujourd'hui, il y a besoin d'un sursaut démocratique, et ce n'est pas une affaire États-Unis, France, couple, journaliste, justice, c'est une affaire de sursaut démocratique. Pour que la parole tour de Stéphane Rosès, vous êtes mis en cause, répondez, et Laurent Bouvet, mais rapidement, parce que je voudrais qu'on entende Laurent Bouvet qui attend son tour. Je pense qu'au contraire, ce qui est intéressant, ce sont les tendances longues, de sorte effectivement de ne pas être prisonnier. Et dans mon esprit, c'était pas d'ailleurs une critique que de citer les États-Unis, qui ont beaucoup de leçons à nous donner. Donc ce n'était pas une
une critique sur votre travail, mais ce qui me frappe au contraire, ce sont les tendances longues. Et quand vous citez effectivement les débats du 19e, ils étaient toujours adossés sur une cause politique de dépassement. C'était à l'époque effectivement un débat politique qui était très très fort et où la question des médias et de la justice était convoquée au service d'une bataille qui était une bataille politique. Et c'est ça... étaient des politiques. Absolument. Ouais. Alors, Laurent Bouvet. Oui, je crois. Enfin, dans ce qui fait le fond de l'affaire Cahuzac, je pense qu'il faut effectivement, comme on a tenté de le faire tout à l'heure et comme on le fait maintenant, faire la part des choses entre ce qui est en train d'arriver, l'événement qu'on commente à chaud. Donc il faut toujours faire très attention. Absolument. Moi, j'essaie d'être plus laïque vis-à-vis de ces choses-là. Bon, il y a évidemment la justice désormais qui joue son rôle, la presse d'investigation, en l'occurrence ici Mediapart, mais on peut aussi en citer d'autres. Il y a Canard enchaîné, il y a d'autres, heureusement, d'autres journaux, même si tous malheureusement ne font pas ce travail-là, mais enfin il y a d'autres journalistes heureusement qui font ce travail et il faut s'en féliciter. C'est ça la démocratie, c'est pas uniquement le vote, l'élection tous les 5 ans, hein. Ça on est bien d'accord. Simplement il faut faire attention parce que le fond de l'affaire c'est, moi j'irais davantage dans le sens de ce que disait tout à l'heure par la bouche de Brice Couturier, Marcel Gauchet sur l'élite et le peuple. Et effectivement, hein, on le répète, hein, le populisme, ce n'est pas que le mal, le contraire du bien dans la démocratie, c'est aussi le symptôme, le mal comme symptôme de quelque chose qui ne va pas. Et dans ce sens, c'est tout à fait conforme à ce que disait Edoui Plenel tout à l'heure. Le problème ici, c'est que on est dans un moment de détachement. Alors, 5e République, il y a des effets, effectivement, qui aggravent. C'est pas uniquement dû à la 5e République, parce qu'on voit ça dans d'autres pays. On compare avec les États-Unis, il y a d'autres pays qui vont, de ce point de vue, très mal. On pourrait voir ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé encore il y a quelques années, mais ce qui se passe encore en ce moment en Angleterre. Il y a quand même un certain nombre de pays qui vont mal de ce point de vue-là, avec une coupure. Et qu'est-ce que c'est cette coupure? Et je dis ça avec mes mots à moi, mais ça va dans le sens de ce que disait tout à l'heure Brice. C'est quand l'élite exige du peuple, exige de ceux qui sont en bas, avec dureté, crise économique, de manière sécuritaire souvent, hein, dans les normes qui doivent être strictement respectées, sinon la sentence est immédiate, terrible. Donc exige le respect des lois, et elle trouve tous les moyens, globalisation, etc., de s'en affranchir d'une manière ou d'une autre. Et dans cette élite-là, et sur un certain nombre de processus, il y a aussi en partie la presse et les journalistes. Donc il faut faire attention à cette manière de dire, voilà, bon, les politiques, de toute façon, c'est tous des pourris, tous des corrompus. Je dis pas que c'est ce que vous dites, attention, j'évite tout de suite le débat là-dessus. Mais évitez de dire, attention, ils sont tous quand même dans une seringue parce que, voilà, ils seraient complètement pris dans des logiques. Des jeux d'intérêt. Il y a énormément d'élus qui sont abasourdis ce matin, qui se disent, ça va encore nous retomber dessus, c'est vraiment, excusez-moi le mot, mais dégueulasse, parce qu'on fait notre travail, on est là au service des citoyens, etc. Et puis, il y a une presse aussi qui est dans la connivence, qui n'est pas cette presse qui fait son travail d'investigation, Les derniers sondages, notamment de la Croix, racontaient que la défiance, elle est à la fois et sur les politiques et sur nos métiers de journalistes. Attention, parce qu'il faut utiliser élite-peuple, ça a une pertinence. Il faut faire très attention aussi à la manière dont nous... qui font partie de l'élite, hein, il faut le reconnaître, on l'utilise. Il faut être très très prudent dans cette période extrêmement difficile, extrêmement tendue. C'est-à-dire ne pas se risquer à l'habituel pavlovien tous pourris, effectivement. Edoui Plenel. Pour ce qui est de la presse, ce qui décrédibilise la presse, c'est quand elle n'est pas au rendez-vous de sa mission essentielle, qui est d'être au service du droit de savoir des citoyens, c'est-à-dire de leur produire des informations d'intérêt public pour qu'ils soient libres et autonomes. Quand elle fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est dans le commentaire, dans l'opinion, ce qu'elle n'a pas arrêté de faire pour une partie des grands médias sur les informations de Mediapart. Il y a un vrai problème qui, en effet, dépasse la France. Simplement, mon point de vue d'expérience, c'est que la France y ajoute, je dirais, une crise démocratique particulière liée à cette fragilité institutionnelle qui, paradoxalement, retourne la Ve République, cet État fort en État faible. Mais il y a un immense problème qui est en effet celui qu'a documenté Mediapart sous la présidence de Nicolas Sarkozy comme aujourd'hui. Quel est le point commun entre toutes nos affaires, Tapi, Karachi, Takedine, Bettencourt, jusqu'à l'affaire Cahuzac? C'est la question des paradis fiscaux, qui n'est pas une question annexe, qui est au cœur de la dérégulation, qui est au cœur d'une Europe ultralibérale, et l'affaire de Chypre vient de nous le rappeler en montrant qu'on n'avait aucun problème à intégrer un nouveau paradis fiscal en 2004 à l'Europe
et où les oligarques russes ont pu sans problème éviter la catastrophe avec quelques clics sur leurs ordinateurs. Donc nous sommes au cœur d'une question. Nous avons, Mediapart, donné du sens à nos informations. Nous avons dit que ça devrait être une grande cause nationale et les États-Unis ont pris des dispositions face à différents paradis fiscaux sur cette question essentielle. Je rappelle, dans le droit de savoir qui vient de sortir, le montant évalué des avoirs financiers qui sont aujourd'hui dans les paradis fiscaux. Évaluation à la mi de l'année dernière, 25 500 milliards de dollars. Uniquement les avoirs financiers, sans compter donc les immeubles, les écuries de course et les œuvres d'art, soit plus que le produit intérieur brut additionné des États-Unis et du Japon. Notre richesse nationale dans les différents pays dans lesquels nous sommes, et dans un mélange de frontières entre soi-disant argent propre et argent sale, est détournée. Vous savez, il y a un procureur anti-mafia qui a fait un superbe livre de réflexion qui s'appelle Le Retour du Prince, qui est Roberto Scarpinato, et qui nous met sous les yeux cette réalité, et qui dit, attention, le laboratoire italien que vous moquez, avec cette mafia dont on parle, la mafia d'en bas, mais qui ne fait qu'exécuter ce que demande la mafia d'en haut, cette mafia qui s'arrange, eh bien, il nous met un mot pour réfléchir. Vous savez, quand on écoute les enregistrements Bettencourt, et qu'on entend cette violation de la loi fiscale, et qu'on entend ces arrangements dans ce petit monde oligarchique, on trouve ça obscène. On voit des montants, des dizaines de millions obscènes. Eh bien, Scarpinato nous rappelle ce que veut dire le mot obscène en latin. Obscenum, ce qui est caché derrière la scène. Eh bien voilà, nous sommes ceux qui ont montré ce qui est derrière la scène, mais maintenant, il est urgent de prendre des dispositions. Vous savez que l'actuelle commission à l'Assemblée nationale, qui s'occupe de cette question de l'évasion fiscale, qui en a la charge? Nicolas Dupont-Aignan et Alain Bocquet. C'est-à-dire deux parlementaires totalement marginaux. C'est-à-dire que l'actuelle nouvelle majorité n'a pas considéré que c'était une cause décisive, nationale, et beaucoup plus urgente. Ça a été documenté par notre confrère Antoine Peillon. Ouais. Si ces dispositions étaient prises, mais le déficit de la France se réduit tous les jours. Ironiquement, je rappelle que Mediapart y a contribué grâce à nos révélations. Il y a eu quelques redressements fiscaux qui ont permis de ramener quelques dizaines de millions dans les caisses de l'État. Frédéric Mettezo et puis Brice aussi. Frédéric ? Oui, vous m'avez devancé en évoquant Nicolas Dupont-Aignan et Alain Bocquet, effectivement, qui préparent un rapport parlementaire sur les paradis fiscaux. Un souverainiste venu de la droite, un député communiste. Est-ce que pour les partis de gouvernement, parce qu'il faut les appeler comme ça, PS, UMP, c'est pas le meilleur moyen de discréditer d'avance ou de minorer leurs conclusions ? Je pense que si les conclusions sont au niveau, parce qu'il y a déjà eu un rapport sénatorial, déjà avec un parlementaire communiste, c'était l'été dernier, qui a montré tout ça est documenté, il suffit d'aller sur le site du Sénat, tout ça est public et nous l'avons exploité. Je dis ça parce que encore une fois, nos informations, elles posent un problème politique central de priorité. Vous rendez-vous compte qu'on a un débat sur le voile à la crèche Babilou ou toutes sortes d'autres questions comme des débats centraux, alors que ça, mais c'est au cœur de la crise, c'est au cœur de la vision qu'a le peuple de la crise. Il faut rappeler qu'il y avait eu un fameux rapport Peillon-Montebourg sous le gouvernement Jospin. Vous venez de citer les deux ministres. De deux jeunes députés, ministres. Et vous venez de citer les deux ministres qui ont défendu Mediapart pendant toute cette affaire, à la différence de certains qui auraient mieux fait de s'abstenir. Et pour préparer cette émission, Frédéric et puis Brice, oui. J'ai retrouvé cette citation qui date de 2010, ouvrons les guillemets. « Je pense que lorsque nous serons en responsabilité, il y a tout à craindre de ce que ce devoir d'information et de critique qu'exercera, je n'en doute pas, Edwy et son équipe. » C'était François Hollande en 2010, interrogé sur Mediapart, qui disait « C'est comme ça, nous avons tout à craindre du travail d'Edwy et son équipe. » On sait par ailleurs que vous connaissez François Hollande, vous avez signé un livre avec lui, Devoir de vérité. Je vous souligne juste qu'il y a dans le communiqué de M. Cahuzac une expression que vous aurez remarquée, qui est l'expression devoir de vérité. C'est le titre de l'ouvrage d'interpellation, de conversation que j'ai fait avec François Hollande en 2006. Brice Couturier. La presse a toujours raison de proclamer la vérité, mais en l'occurrence, à qui profite le crime, politiquement ?
Eh bien, je vous invite à relire Vérité politique d'Hannah Arendt, qui vous expliquera en long et en large justement cette fonction de la vérité de fait, et qui rappelle d'ailleurs que souvent les apporteurs de vérité de fait ont souvent été piétinés et calomniés bien plus que des opposants véritables. Eh bien, les vérités de fait sont faites pour... La démocratie, vous savez, c'est comme un étudiant à l'école ou à l'université. Vous ne lui apportez pas une solution. Vous lui apportez des problèmes qui vont l'amener à réfléchir et à être meilleur. Il va devoir résoudre des problèmes. Eh bien, le rôle d'un journaliste en démocratie, c'est d'apporter des problèmes que la démocratie se saisit, dont elle se saisit, pour se rendre meilleur. C'est ce que disait Albert Londres en disant notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Alors, à qui profite le crime, Stéphane Rosès ? Vous me posez, je pensais continuer la discussion avec Édouard Plenel. Avançons d'un cran sur l'idée aussi. À qui profite le crime ? Constatons qu'effectivement, lorsqu'il y a des avancées, soit de la loi, soit du travail de ce tandem, le journaliste, le juge d'instruction, de facto, jusqu'à maintenant, il y a eu quand même des améliorations. D'ailleurs, quand on interroge les Français, en leur demandant il y a plus d'affaires, est-ce que vous avez le sentiment que ça vient de ce que les hommes politiques sont plus corrompus ou parce que les journalistes et les juges font mieux leur travail ? Très massivement. Est-ce que c'est le nombre de scandales qui augmente, ou est-ce que c'est l'intolérance des Français à leur égard qui est plus grande, ou est-ce qu'ils sont toujours pareils, mais parce qu'on en sait plus toujours... Non, oui, je crois que c'est les deux, et en tout cas, les Français ne pensent pas que les hommes politiques soient plus corrompus aujourd'hui, ils pensent tout simplement que les médias et les journalistes font mieux leur travail. Ceci dit, le niveau d'acceptation est un niveau d'acceptation qui était évidemment qui a énormément baissé, parce que les individus constatent que ceux qui sont chargés de faire la loi seraient certains les premiers, effectivement, à la contrevenir. Mais du coup, j'en profite, pour interroger Edoui Plenel, qui a écrit un livre avec François Hollande. Selon lui, parce qu'écrire un livre avec François Hollande, c'est quelque chose... Voilà, c'est quelque chose d'important. Les Français se sont rués aux urnes à la dernière présidentielle. Ils ont porté François Hollande parlant de République exemplaire. Hein, c'était le terme. Mais justement... D'où vient, selon vous, le Nicolas fait Sarkozy avait parlé, lui, les de Français République irréprochable. Voilà, en 2007, les Français s'étaient également rués aux urnes. Preuve que la démocratie étant chez nous une démocratie de haute intensité, pas forcément sur la question des contre-pouvoirs, mais sur l'investissement du peuple uniquement, à la présidentielle, bien sûr, mais ça veut dire l'importance pour les Français du président de la République, de l'incarnation présidentielle, qui pose ensuite autant de problèmes, effectivement, sur l'équilibre des pouvoirs. Donc, voilà, comment finalement vous-même, dans votre histoire de journaliste, vous évaluez cette tension qu'il y a entre la figure présidentielle, le besoin de se retrouver dans un président de la République, et puis ensuite les difficultés ou les lenteurs pour que les conduites des politiques soient à la hauteur des principes qu'ils énoncent. Alors, Edoui Plenel et puis Edoui Plenel. Devoir de vérité est un livre d'interpellation de François Hollande. Ce n'est pas un livre de commande, c'est un livre où le citoyen que je suis, qui est aussi journaliste, l'interpelle dans ce sens-là, justement, la façon dont la fonction présidentielle dévitalise, j'en suis profondément convaincu, notre démocratie. Elle crée des attentes et après, elle les déçoit. Et le quinquennat et tout cela n'a fait qu'aggraver tout cela. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui à François Hollande, et qui est une question grave, car je le dis comme je le pense, François Hollande n'a pas d'excuses. Il n'en a aucune. C'est notre génération. C'est une génération qui, en bon analyste, a pu voir la fin vraiment sombre du mitterrandisme, qui a pu voir les limites du jospinisme. Donc, il a su exactement quel était le diagnostic et pourquoi il fallait mettre la politique au poste de commande et la dynamique démocratique au poste de commande. Est-ce que vous insinuez par là qu'il faut reposer la question de le président de la République, François Hollande, savait-il quelque chose à propos de Cahuzac ? Il savait, et c'est là où je voudrais poursuivre par rapport à ce qu'a dit Stéphane Rosès. François Hollande savait exactement ce que tout le monde savait et que votre antenne, France Culture, a très bien documenté, faisant écho et parfois prolongeant les informations de Mediapart. Avec Emmanuel Leclerc.
tout ça était Mais sous les yeux. Tout ça. Attendez, laissez parler. Non. Stéphane Rosès, vous refaites le film. Ce n'est pas comme ça. Les informations étaient sur la table de manière très documentée dès le début décembre. 4 décembre. Je l'ai dit, et je l'avais dit au moment de l'affaire Woerth, je l'avais dit il y a très longtemps au moment de l'affaire Bérégovoy, et je rappelle que ce fut la jurisprudence Strauss-Kahn sous le gouvernement Jospin. J'ai dit, ces informations sont sous vos yeux, et ne nous prenez pas comme des enfants. Cette histoire de dire « je jure les yeux dans les yeux », on peut d'une part mentir les yeux dans les yeux en politique, et par ailleurs, il suffit de confronter celui qui dit quelque chose aux faits. L'enregistrement, les témoins, le recoupement. Vous savez, la police et la justice aujourd'hui n'a pas plus que ce que nous avons révélé. Non seulement la justice n'a pas été mise en branle spontanément, je rappelle qu'elle s'est mise en branle après une lettre que j'ai écrite au procureur de la République, face à la nasse de la communication à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, de Havas et monsieur Fuchs, et qui avait des relais complaisants dans les médias, et qui transformait cette affaire en affrontement avec Mediapart. Et ensuite, il y a eu une bataille lourde pendant 2 mois d'enquête. Je rappelle juste que l'administration fiscale a été utilisée par le ministre de l'économie, M. Moscovici, fin janvier, à des fins de blanchiment de M. Cahuzac, alors que l'enquête judiciaire était en cours, pour essayer d'entraver l'enquête judiciaire, d'en changer le cours. Donc, ce qui n'est pas normal en démocratie, c'est qu'un journal doive se battre pendant 4 mois pour légitimer ces informations, alors que ces informations, elles étaient là sous les yeux de tout le monde. Y compris face à des confrères. Et bien sûr. Laurent Bouvet, je vous demanderai d'être bref. Ceci dit, c'est pas, vous dites 4 mois, c'est anormal, parce que ça n'a pas été vu, etc. Mais c'est pas par rapport à bien d'autres affaires. C'est pas si long que ça, vous allez dire. C'est pas très long. Oui. Rendez-vous compte, Edoui Plenel, vous avez vous-même connu des affaires où il y avait quand même des délais beaucoup plus longs, où la justice était plus entravée. Quel exemple? Non, il y a eu beaucoup plus long avec Éric Woerth. Éric Woerth est resté en poste, a été protégé, je ne sais pas, en tout cas de démissionner. Il y a une différence, Laurent Bouvet. Il y a une différence, Laurent Bouvet. 4 mois, ça vous paraît long, je comprends, parce que vous avez pris beaucoup de... Laurent Bouvet, la différence, qu'il s'agisse des Irlandais de Vincennes ou qu'il s'agisse de l'affaire Greenpeace, je pourrais prendre des affaires où il a fallu se battre. Nous n'avions pas à nous battre contre notre propre camp. Nous avons eu ici à nous battre. Et là, je rejoins votre remarque de tout à l'heure. Ce qui s'est passé est désastreux pour le monde médiatique. Ce monde médiatique qui a fait corps oligarchique. Vous avez une formule de M. Apathy qui est extraordinaire hier. Il a dit oui, j'ai cru plus fort la parole de M. Cahuzac que les informations de Mediapart, parce que il y a un préjugé de vérité que nous devons accorder à nos hommes politiques. Propre camp. Est-ce que les socialistes n'ont pas été victimes par rapport à la parole donnée de l'idée que eux sont exemplaires et que quand un ministre dit je n'ai rien fait, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous m'avez peut-être lu et écouté. Il est vrai que Mediapart, il faut s'abonner pour nous lire et nous écouter. Mais je rappelle juste que j'ai dit depuis le début qu'il est plus difficile, et parfois plus dur, et je l'ai dit à cette jeune équipe, Fabrice Arfi, à 30 ans, je l'ai dit, vous allez voir, c'est plus difficile une affaire sous la gauche que sous la droite. Parce que la gauche croit qu'elle est propriétaire de la morale. Mais le Premier ministre et le Président de la République ont pu penser comme vous, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'appelle Monsieur Cahuzac, qui a l'air d'être si carré, quand il dit « je t'assure » sur Mediapart, ils disent des trucs, mais c'est pas vrai. Sincèrement, tout ça c'est un conte de fées. Les informations étaient là. Vous savez, moi j'ai dit, on m'aurait donné un quart d'heure de face à face avec Monsieur Cahuzac, où j'aurais posé les questions que personne ne posait à M. Cahuzac, précises sur les enregistrements. Même Laurent Bouvet, j'ai vu la communication de M. Bouvet sur Twitter qui s'acharnait sur Mediapart et auquel j'ai répondu parfois. Il y a eu un différent. Disant indigne parfois. Et donc, ce que je veux dire, il a le droit. C'est pas ça. Ce que je veux juste dire, c'est que il faut. Je ne règle aucun compte. Je dis juste que attention, s'en prendre au messager au lieu de voir la nouvelle du messager était une mauvaise nouvelle pour notre démocratie pendant les 4 mois. Ce que vous avez dit à votre rédaction et je voudrais laisser Stéphane Rosès, laissez Laurent Bouvet, s'il vous plaît, Stéphane. Nous arrivons au bout, je voudrais que Laurent Bouvet puisse répondre. Je réponds juste parce que, soyons clairs, je ne voulais pas aborder moi-même la polémique et j'assume pleinement et je suis content de pouvoir le faire directement et que vous en parliez. Vous voulez dire vous excusez de la violence de vos mots sur Mediapart, indigne, etc. Je n'ai à m'excuser
accusé de rien. Et pourquoi ? Parce que ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit... Le tribunal de la vraie gauche. Exactement. Brice mais le tribunal... qui me souligne ça. Moi, je ne suis pas la vraie gauche. Bon, le tribunal de la vraie gauche ne fait pas... Vous avez dit votre propre camp tout à l'heure. C'est les journalistes dont je parlais. Oui, c'est les journalistes dont je parlais. Votre propre camp, la gauche. Donc, non, j'ai dit les journalistes. C'est pas le camp dont je parlais, c'est mon camp professionnel. C'est plus difficile. Je suis journaliste. C'est plus difficile d'enquêter contre son propre camp que contre le camp adverse. Donc vous êtes d'un camp, très bien. Non, c'est pas. Alors là, vous déformez mon propos. J'ai dit que j'ai dû me battre contre les journalistes. Donc je vous dis, je veux pas, on n'a plus beaucoup de temps. Je vous dis simplement pourquoi. Pourquoi Mediapart, moi, m'a choqué dans cette affaire. Pas sur le fond. D'ailleurs, je l'ai écrit, c'est regardable partout. Non, c'est pas ça. C'est le côté mise en scène. Mais c'est notre métier, c'est la mise en scène. Oui, non, mais d'accord. Attendez, je vous réponds, Laurent Bouvet. Il y a des enjeux politiques. Je vous réponds. Soyons sérieux, il y a des enjeux politiques au sein de la gauche. Attendez, Mediapart ne représente pas n'importe quelle gauche et Cahuzac non plus. C'est pas la même. Allons, disons les choses franchement. Il y a une ligne sociale-libérale et une ligne gauche radicale. Je veux simplement dire, Louis Plenel, donc les yeux dans les yeux, puisqu'on en est là. On est à côte à côte. Attention, quand j'ai parlé d'indignité, et j'ai utilisé le mot et je le maintiens, par rapport à ce que Mediapart a fait, la manière dont a été fait. Et c'était déjà la même chose sur d'autres affaires sous la droite. Et pourtant, vous voyez, je le dis de manière totalement sécularisée par rapport aux deux camps auxquels on peut appartenir ou non. Ce que je n'aime pas, c'est la mise en scène de l'information. C'est votre côté, je vous le dis, les yeux dans les yeux, procureur. Chacun son métier, Louis Plenel. Vous faites très bien, faites très bien le vôtre de journaliste et vous montrez que vous le faites parce que vous disposez d'informations à un moment donné et c'est très bien. Je suis très content et continuez à le faire. Ça n'a rien à voir avec votre métier. C'est par rapport à la mise en scène et la manière dont vous distillez les informations, dont vous vous mettez en scène et vous vous mettez en scène et je le dirais politiquement. Je vous recommande le droit de savoir. Lisez-le et nous en parlerons tranquillement. Vous verrez que tout ça est quand même pensé et réfléchi. Non, mais je vous répondais. Je répondais à votre interpellation que les choses soient claires. Sincèrement, je suis un journaliste normal qui fait un travail normal et si possible normalement sous une présidence que j'aurais souhaité plus normale. Ça, c'est autre chose. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter aussi Louis Plenel tous les samedis dans Ligne de Fuite. C'est une chronique hebdomadaire le samedi aux alentours de 18h55. Exact. Je voudrais que nous rejoignions très vite pour avoir la primeur de ce que sera l'éditorial du Monde qui sortira tout à l'heure sur le coup de midi avec Gérard Courtois. Bonjour Gérard Courtois. Bonjour. Je ne vais pas vous laisser énormément de temps, j'en suis désolé, le temps file, mais tout de même, voilà. Alors quelles sont vos réflexions sur ce qui s'est passé depuis hier avec ces aveux de Jérôme Cahuzac et au fond, dans quel aspect abordez-vous, vous, au Monde, cette question que d'aucuns appellent une déflagration, un naufrage, un exécutif ébranlé par l'aveu Cahuzac? Nous, on considère tout simplement que l'affaire Cahuzac est devenue depuis hier l'affaire Hollande. Pour 3 ou 4 raisons. La perte de crédit du chef de l'État était profonde, elle va devenir abyssale parce que soit le chef de l'État a été naïf, soit il a peu ou prou été complice. La deuxième chose, c'est qu'il avait promis une république exemplaire il y a 1 an. Elle est à l'évidence lourdement en faillite. La troisième chose, c'est sa politique économique, dont Cahuzac était l'un des piliers, l'un des meilleurs avocats. Comment les citoyens assumeraient-ils demain ou ne seraient-ils pas révoltés demain de voir que l'intérêt général qu'on leur demande de porter a été bafoué par l'intérêt privé du ministre qui était censé la mettre en œuvre. Et puis enfin, et c'est le point essentiel, à la crise économique actuelle, à la crise politique qui avait pris un tour déjà très délétère depuis quelques semaines, s'ajoute désormais une crise démocratique profonde, lourde, et c'est la responsabilité du chef de l'État, de François Hollande, aujourd'hui d'y répondre. Cette responsabilité, elle est immense s'il veut éviter effectivement des catastrophes politiques beaucoup plus graves.